Avant de vous parler des grandes découvertes, il faut que je vous rappelle que la Terre est ronde. Je suppose que vous le saviez. Si vous ne le saviez pas, apprenez-le. La Terre est ronde, ou plus exactement sphérique, et on le sait depuis très longtemps. Au Moyen-Âge, on n'a jamais cru que la Terre était plate. Le Moyen-Âge est tributaire de la science de l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, savait que la Terre était ronde. Et il ressort des écrits de Platon et d'Aristote qu'ils le savaient eux aussi. Avant les grandes découvertes, c'est le système de Ptolémée, qui est un géographe du IIe siècle après Jésus-Christ, qui n'a aucun rapport avec les pharaons d'Égypte. Et dans son système, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est au XVIe siècle un chanoine, donc un religieux polonais, Copernic, qui détermina que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. 1415, c'est l'année de la bataille d'Azincourt, mais c'est aussi l'année où Henri, fils du roi de Portugal, qui était Jean Ier Avise, convainquit son père de partir à la conquête de Ceuta. Ceuta est un port du Maroc qui servait de base aux pirates maures ou barbaresques qui écumaient les côtes de la Méditerranée à la recherche notamment d'esclaves. Le but était d'éradiquer cette piraterie qui en fait continuera jusqu'au XIXe siècle. Mais à Ceuta, les Portugais découvrirent tous les produits qui arrivaient par caravane de l'Orient et du sud de l'Afrique, en deçà du Sahara. Et notamment l'or qui venait de Mauritanie. Vous savez qu'en Europe, il y avait de l'argent, mais on manquait d'or. Et Henri, qu'on appela Henri le Navigateur, se caractérisait par le fait qu'il n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Il ne navigua jamais lui-même, mais il permit à beaucoup d'autres de le faire. Et il fit ouvrir à Sagres, dans le sud du Portugal, un arsenal pour construire des navires, un observatoire, puisque c'est grâce aux astres qu'on se dirigeait sur mer, et une école de géographie et de navigation. Et dans cet arsenal, il fit construire un nouveau type de navire, les caravelles, qui associaient les voiles carrées et les voiles latines et qui étaient adaptés à la navigation en haute mer, c'est-à-dire sur l'océan Atlantique. Le premier fruit de ces initiatives fut la découverte de Madère en 1419. Puis Henri le Navigateur fit reconnaître les côtes de l'Afrique jusqu'à l'équateur. L'archipel des Açores fut colonisé en 1427, mais les Canaries appartenaient déjà au royaume de Castille depuis quelque temps. Le Cap-Vert fut dépassé en 1444. Et ainsi, en descendant le long des côtes de l'Afrique, les Portugais purent contourner les routes commerciales tenues par les musulmans. Et ils trouvèrent notamment l'or, et grâce à cet or, en 1452 furent frappés les premiers cruzados. Il était temps car en 1453, les musulmans, les Ottomans, s'emparèrent de Constantinople et devinrent donc définitivement les maîtres du commerce d'Orient. Ces voyages des musulmans vers l'Orient sont illustrés notamment par les aventures de Sindbad le marin, qui font partie des contes des Mille et une nuits. Comme vous le verrez, je ne suis pas l'ordre chronologique de ces découvertes, je vais commencer par vous parler des navigateurs portugais, c'est bien naturel. Et en 1486, Bartolomé Dias poussa jusqu'au cap des Tempêtes, qui fut renommé le cap de Bonne-Espérance. Pourquoi? Parce que désormais, on avait envie de le dépasser. D'abord, on venait de découvrir quelle était l'étendue de l'Afrique vers le sud, ce qu'on ignorait jusqu'alors. Et donc vous voyez qu'en fait les grandes découvertes ne sont pas la conséquence directe des inventions qui concernent la navigation, elles sont le fruit du désir de contourner toutes ces routes commerciales musulmanes et aussi d'éviter d'être dépendant de Gênes et Venise qui en Méditerranée tiennent ce commerce pour l'Europe. Puis en 1497, c'est Vasco de Gama qui doubla le cap de Bonne-Espérance. Il remonta le long des côtes de l'Afrique, fit étape au Mozambique et atteignit l'Inde, dans la ville de Calicut, en 1499. Il existait donc désormais une route des Indes par la mer qui évitait le transbordement des marchandises par l'isthme de Suède, ce qui était long et coûteux. Et par la suite, d'autres navigateurs portugais atteignirent la Chine en 1513, notamment Albuquerque. Il est intéressant de noter que c'est à la même époque, ou peu avant, que des navigateurs chinois avaient fait le voyage inverse et étaient allés jusqu'en Inde, notamment à Calicut, et jusqu'en Afrique. Et je signale, mais j'en reparlerai par la suite, que c'est Pedro Alvarez Cabral qui est considéré comme le découvreur du Brésil en 1500. Je dis bien considéré comme parce qu'il y avait peut-être d'autres navigateurs qui y étaient allés avant. Nous voilà déjà en 1500 et je n'ai pas parlé de Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est un Génois, mais la ville de Gênes, elle fait le commerce d'Orient par la Méditerranée, elle n'est pas tellement intéressée par les mers lointaines. Et c'est de la part de la reine de Castille, Isabelle, que Christophe Colomb obtiendra des subsides pour financer son expédition. Isabelle de Castille, c'est la femme de Ferdinand II d'Aragon. Les rois catholiques, ce sont eux qui vont en cette même année 1492 vaincre le royaume de Grenade et mettre fin à la présence mauresque en Espagne.
Et Isabelle de Castille finance pour Christophe Colomb 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Mais la Santa Maria, en réalité, est une caraque. Enfin, ça ressemble beaucoup aux caravelles. Et Christophe Colomb, qui savait comme tout le monde que la Terre est sphérique, espérait atteindre la Chine par l'ouest, sans avoir besoin de contourner toute l'Afrique. Et il partit du port de Palos le 3 août 1492. Et au bout de 70 jours de mer, les marins commencèrent à s'impatienter et s'écrièrent que l'on fasse demi-tour ou nous jetons à la mer ce maudit génois. Il faut dire que Christophe Colomb pensait que les terres étaient beaucoup plus étendues vers l'est et que donc l'océan serait plus court, et le voyage aussi ignorait complètement qu'il y avait un continent entre l'Europe et la Chine. Mais au moment où ces matelots commençaient à redouter de finir dans l'estomac d'un cachalot ou du fameux Kraken, on aperçut la terre, et cette terre, ce sont les Bahamas. Pourquoi les Bahamas? Pourquoi Christophe Colomb n'a-t-il pas pris la route la plus courte par l'Atlantique Nord? Eh bien tout simplement parce que quand on va vers l'ouest, on va contre les vents dominants. Il est donc descendu vers l'équateur et il a été poussé vers l'Amérique centrale par les alizés, qui sont des vents qui vont contre les vents dominants, c'est-à-dire qui vont vers l'ouest. Toujours est-il que quand Christophe Colomb débarqua sur l'île d'Hispaniola, qui plus tard s'appellera Saint-Domingue, il se croyait en Inde. Vous voyez bien qu'il n'était pas en Chine, ce qui était en fait son but, la Chine qu'on appelait aussi le Cathay. Et il appela donc les habitants qu'il rencontra des Indiens. Et plus tard, on appellera les Amériques les Indes occidentales. L'autre grand navigateur espagnol n'est pas génois, lui il est portugais, c'est Fernand de Magellan. Mais il est au service de l'Espagne. Et en 1520, il dépassa le sud de l'Amérique du Sud par un détroit qui plus tard portera son nom, le détroit de Magellan. Et il entra ainsi dans l'océan Pacifique. Et il continua son voyage sur les eaux du Pacifique, mais il fut tué en 1521 à Matan, une île qui fait partie de l'archipel des Philippines. Et c'est son lieutenant Elcano qui acheva son tour du monde, dont quand même la gloire revient principalement à Magellan. De nouvelles perspectives de commerce étaient ouvertes, mais surtout maintenant, on commençait à savoir quelle était l'étendue exacte des continents qui recouvrent la Terre.